Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité. Nous accueillons aujourd'hui à notre deuxième numéro de cette rubrique, pour l'année évidemment, le journaliste, ancien ministre de la Communication, Adi Jangardi. Point besoin de vous rappeler que c'est toujours avec plaisir qu'on vous accueille sur le plateau de la rubrique Le Point, Adi Jangardi. C'est un plaisir pour moi de revenir à chaque fois. Et ce matin, on va pas commenter l'actualité, mais on va revenir sur le discours tenu par le nouveau président. Vous êtes informé, j'imagine. Évidemment. Vous êtes au courant que... Nous sommes dans la mouvance. Dans la mouvance, c'est ça. Et là, avec vous, Adi Jangardi, on va revenir sur les propos tenus par le président hier, pour sa première intervention après la proclamation des résultats par le CEP. On parlera des perspectives également. Et là, vous suivez l'actualité, vous suivez tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, les annonces, les mobilisations à travers les rues, aussi les menaces également, pourquoi pas. Avec vous, c'est parti pour quelques bonnes minutes de plaisir, je dirais. Un plaisir total d'en parler, mais aussi un déplaisir. Le déplaisir, par exemple, de continuer à vivre l'instabilité, à vivre une transition trop longue. Il faut absolument, certainement à partir de 2017, je pense que les meilleurs vœux pour la nation, les meilleurs vœux pour la population doivent se circonscrire autour, évidemment, de la stabilité. Et je crois que nous avons eu de longs mois, disons même des années, pour préparer des élections présidentielles. Et je crois que c'est trop long. Et je crois qu'il faudrait aller un peu plus vite la prochaine fois. Nous avons perdu 1 an d'ailleurs. Vous avez vu, monsieur Moïse Jovenel a été finalement présenté à la nation comme le nouveau président de la République. Ceci a été fait l'année dernière, depuis 2015. Ça veut dire que depuis les élections de 2015, août et octobre 2015. Alors, nous avons traversé donc toute l'année 2016, encore dans une mouvance électorale. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de temps. Il serait resté, je crois, aujourd'hui en 2017, 4 ans. Il serait resté 4 ans à Jovenel Moïse. Maintenant, il a 5 ans devant lui. Et je crois qu'il nous faut maintenant réfléchir sur l'avenir et réfléchir aussi sur les erreurs du passé et réfléchir aussi sur la structure et changer cette structure en une superstructure plus moderne. Là, vous êtes dans la globalité et à travers ces propos, vous embrassez tout ce qui a marqué l'actualité au cours de ces 12 derniers mois, si on peut parler ainsi. Maintenant, voyons les annonces. Je ne parle pas de promesses. Bien sûr. Voyons les annonces faites par le président. Parce qu'en général, pourquoi je veux bien faire cette précision, c'est parce que normalement, on parle de promesses quand on est en campagne, bien sûr, en campagne électorale. Bien sûr. Aujourd'hui, qu'il est reconnu président, il a fait des annonces. Bien sûr. Il a fait des annonces. Et avec vous, je vais essayer de voir votre réaction. Jovenel Moïse annonce son intention ou sa volonté de faire de la politique autrement. Vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Faire de la politique autrement, c'est possible. Mais nous sommes en train déjà de faire de la politique autrement par rapport aux Caraïbes, par rapport aux autres pays de la région. Cette manière de faire de la politique est, disons, à la fois, je dirais, féodalo-précapitaliste. La politique économique d'Haïti, aujourd'hui, est restée basée sur des socles de moitié, sur une économie agraire non développée, archaïque, et également, nous avons eu, pendant la campagne, nous avons eu donc près de 70 candidats au départ, ensuite réduit à 27. Mais je crois qu'il y a eu... Alors, 54 d'abord et puis... Bien sûr, réduit évidemment à force de donner des carnets. Et finalement, on a réduit le nombre de candidats, c'est-à-dire nous avons eu près d'une trentaine de candidats à la présidence. Mais je crois que faire de la politique autrement, c'est important. Mais moi, pendant la campagne, je n'ai pas vu, entre guillemets, l'autrement. Parce que nous avons eu des candidats qui étaient, on dirait, un seul parti politique. Parce que le discours politique qui était véhiculé, c'est le discours d'un seul parti. Quand je dis un parti, ça veut dire nous sommes, par exemple, il faut voir les tendances et les tendances économiques. Et donc, ce que dit aujourd'hui M. Jovenel Moïse, faire de
de la politique autrement doit sous-tendre évidemment des courroies nouvelles qu'il faudrait qu'il précise. Parce que nous sommes, par exemple, dans une économie de marché. La plupart des candidats à la présidence soutiennent l'économie de marché, la libre entreprise, la libre compétitivité. Et souvent, cette libre compétitivité marche de pair avec une vision très archaïque de la part de nos élites, y compris des bourgeois comme de la classe moyenne, c'est-à-dire, on est sorti, par exemple, en 1986, à un salaire minimum de 15 gouttes par jour pour un ouvrier, ce qui est impensable, inacceptable. Et aujourd'hui, on se bat autour c'est-à-dire la compétitivité. Tant que les salaires sont les plus bas, eh ben, les investisseurs vont venir. Donc, nous ne pouvons pas garder le pays dans la misère. Donc, M. Jovenel Moïse va faire de la politique autrement. C'est-à-dire, au niveau économique, il faudra qu'il y ait des précisions. Non, mais il y a une précision, justement. Il a dit qu'il va pratiquer une politique qui priorisera les intérêts de la nation sur les intérêts particuliers. Oui, c'est un élément, si vous voulez, c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux, c'est un vœu, évidemment, un vœu assez large. Mais il faudra préciser au niveau économique, c'est-à-dire quelles sont les orientations économiques nouvelles que nous allons prendre pour permettre justement à 10 millions d'Haïtiens de sortir de la misère. Nous sommes dans une situation d'ignorance absolue. Nous avons régressé au niveau de l'éducation. Il nous faut une nouvelle réforme éducative pour permettre évidemment aux Haïtiens de sortir d'une situation, si vous voulez, de retard extrêmement grave par rapport aux autres jeunes de la région. Faire de la politique autrement, pour moi, voudrait dire beaucoup plus de choses. C'est-à-dire, évidemment, aider la population à sortir de la misère, bien sûr, mais il faut préciser les actions. Et je crois que ça, ce sera le travail de son équipe. Ce sera le travail également de son cabinet ministériel. De toute façon, il a indiqué aussi qu'il veut exécuter un programme qui lui permettra d'améliorer les conditions de la population. Oui, exact. C'est ce programme qu'il nous faut. C'est ce programme qu'il nous faut savoir. Ça veut dire que, vous savez, il y a eu une tendance au cours des dernières années. Ça veut dire, d'abord, si on prend l'histoire récente d'Haïti, entre 1957, l'avènement de François Duvalier à Jean-Claude Duvalier, on basait... Duvalier aussi avait dit qu'il allait faire la politique autrement, c'est-à-dire qu'il allait encourager, et évidemment, je parle de Duvalier père, qu'il allait encourager le keynésianisme. À l'époque, c'était le keynésianisme. Il y avait aussi des grands théoriciens haïtiens, comme des économistes comme Hervé Boyer, qui a fait partie d'ailleurs du cabinet de Duvalier. Vous avez eu aussi Clovis Desinor. Ils ont imposé le keynésianisme, c'est-à-dire l'interventionnisme étatique dans plusieurs domaines. Par exemple, l'éducation gratuitement jusqu'à l'université, les hôpitaux publics au niveau agraire, au niveau, par exemple, de la médecine, etc. Des médecins qui allaient... Il y a eu, à partir de 1971, une cassure. Jean-Claude Duvalier avait dit aussi nous allons faire la politique autrement. Et il avait dit à partir de mon gouvernement, mon père a fait la révolution politique, moi je ferai la révolution économique. Il est sorti du keynésianisme pour rentrer directement dans le libre marché. Et ce libre marché, ça veut dire a permis au secteur des affaires de pouvoir poser des pions sur ce territoire économique. Mais le problème, c'est que malheureusement, le secteur des affaires ou encore la bourgeoisie d'affaires, malheureusement, je le dis, comparé par exemple à ce qui se passe dans d'autres pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, s'est montré très peu progressiste. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'avancée, de création de campus universitaires pour accueillir 10 000, 5 000 Haïtiens par exemple. Très peu d'efforts ont été accomplis pour la modernisation, entre guillemets, de l'économie. Et on a fait une ouverture jusqu'à 2000, jusqu'au tremblement de terre. On a fait de grandes ouvertures vers l'économie libérale. Et après, on a dit, le pays est ouvert au business. Alors aujourd'hui, avec M. Jovenel Moïse, nouveau président de la République, il faudra qu'on précise les nouvelles orientations entre le keynésianisme et évidemment l'économie du libre marché. Et ça va permettre de savoir si la population va rester une population ouvrière archaïque avec vraiment très peu de possibilités au niveau. L'industrialisation, on l'a raté. Est-ce qu'on va rattraper Maintenant, on est dans la post-industrialisation dans les pays de l'Europe entière. Et surtout depuis la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, la question pour nous en Haïti est de savoir quelle est l'orientation moderne que nous voulons donner à ce pays. Et ça, c'est capital. Faire de la politique autrement voudrait dire aussi comment allons-nous faire pour régler la question d'immigration. La plupart des jeunes Haïtiens qui partent vers l'étranger, vers le Brésil ou encore vers le Chili, l'Argentine ou encore vers la République dominicaine, sans aucune possibilité vraiment de rester chez eux. De toute façon, il annonce aussi que
une sorte de renforcement de la coopération avec les pays amis. Mais là encore, renforcement de la coopération avec les pays amis. Non, mais je sais pas, je vous laisse terminer, puis moi je réagis. Oui, alors, lutte acharnée contre la corruption. Il travaillera en vue de la concorde, la paix et la stabilité qui constituent, selon M. Moïse, la clé du bien collectif. C'est formidable. Toutes ces idées sont extraordinaires. Mais cependant, il faut, comme je vous le dis, il faut essayer de donner un visage aux idées. Ça veut dire qu'il faut donner une forme à tout ça. C'est-à-dire, quand vous me parlez de renforcer la coopération avec les pays amis, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire, les pays amis, on les connaît. Haïti a mené une politique avec des pays amis qui ont, entre guillemets d'ailleurs, qui n'ont pas encouragé un véritable développement endogène de cette nation. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons déserté des coopérations extrêmement importantes. Une coopération avec l'Afrique, par exemple. Moi, j'insiste beaucoup sur, quand j'étais ministre, par exemple, j'ai insisté auprès du Premier ministre à l'époque pour que nous soyons présents au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Union africaine. Et j'ai introduit Haïti comme membre de l'Union africaine, parce qu'il fallait qu'on soit là. En 1957, entre 1957 et 1971, on avait, par exemple, 3 ambassades en Afrique, qui ont été fermées entre 1971 et 1986, et qui n'ont jamais été rouvertes. Je crois que nous devrions être aussi présents en Asie. L'Asie, aujourd'hui, c'est l'avenir. Et nous ne pouvons pas signer des accords, si vous voulez, sous le boiseau avec certains pays, par exemple, je citerai Taïwan, Corée, et ne pas vraiment envisager un développement au niveau des exportations, un développement économique. Quand je parle de pays amis, il nous faut de nouveaux amis aussi. Il nous faut de nouveaux amis. Car quand, par exemple, il y a eu le tremblement de terre, les pays amis ont demandé à Haïti, c'est-à-dire ont décapitalisé d'une certaine manière, c'est-à-dire ils ont éliminé la dette et on ne pouvait plus emprunter quoi que ce soit. Donc on s'est retrouvé... on devient plus solvable. On n'était plus solvable. Alors aujourd'hui, je crois qu'il faut résoudre ce problème avec les pays amis. Les pays amis nous ont envoyé aussi la MINUSTA pour garantir un peu la sécurité des Haïtiens, des vies et des biens par une police et également du territoire. Mais cependant, on n'a toujours même pas un hélicoptère. Ça veut dire qu'il appartient à l'État haïtien. Ça veut dire on a 10 départements. On est un pays à risque au niveau des intempéries, cyclones, tremblements de terre. Mais ces pays amis ne nous ont pas fait cadeau ou ne nous ont pas offert, ou bien même à des prix préférentiels, par exemple une flotte d'hélicoptères pour assurer la sécurité et la défense civile. On va vous demander pourquoi faire. Pour la sécurité civile. Ça veut dire que quand vous avez... le on pays va vous dire aussi, est-ce que c'est urgent? Absolument, parce que ce pays est relié par des ponts. Et quand il y a des intempéries, tu peux perdre un pont. Et comment traverser pour sauver la population? Donc vous allez... les journalistes, nous faisons notre travail. Nous disons, voilà, dans cette communauté, il y a un problème. On ne peut même pas traverser. Et il y a eu récemment, lors de Mathieu, le même problème. C'est-à-dire, vous avez deux routes, une route nationale, une route du nord vers le nord et une route vers le sud. On n'est pas assez décentralisé. Il y a 4 routes nationales pour un pays de 27 000 km². Donc, il nous faut une structure beaucoup plus moderne, permettant évidemment de sauver une population très, je dirais, de 10 millions aujourd'hui, 10 millions d'Haïtiens, mais qui est on est complètement isolé. Dès qu'on laisse la capitale, on va dans l'arrière-pays, on est dans le pays en dehors. Donc il faut connecter le pays à lui-même. Et je pense que M. Moïse Jovenel, qui vient d'être élu président de la République, il a devant lui cette tâche immense. Ça veut dire que cet héritage est obsolète. Et il nous faut aujourd'hui trouver les moyens de moderniser notre pays. Il mènera une lutte acharnée, je répète, contre la corruption. Il travaillera en vue de la concorde, la paix et la stabilité. Par rapport à ce qui s'annonce, est-ce que c'est possible de connaître la paix et même de la stabilité au cours des 5 prochaines années? On peut le faire. Ça veut dire cela demandera le dialogue. Moi, je disais dernièrement, une fois j'étais passé à Le Point l'année dernière, et j'avais dit, évidemment, quand on allait rater cette élection après octobre 2015, j'avais dit que si des nègres te mettaient tête ensemble, et elles font tirer une en cachette pour te faire deuxième tour là, nous t'avons avancé. Mais on aurait dû avoir ce que le philosophe haïtien Marcel Gilbert appelle l'unité historique de peuple. Et on aurait perdu moins de temps. Mais on n'a pas su le faire parce qu'on n'a pas su dialoguer. Et je pense que le dialogue, ça veut dire qu'on doit éviter aussi de se laisser tirer par si vous voulez, des partisans, par des partisans, des aussi. chariots, par des chariots de partisans qui vous disent, écoutez, évitez, ne rencontrez pas Wendell. Mais c'est-à-dire, d'abord, nous devrions d'abord étudier les questions de classe, la lutte des classes. Nous devrions étudier aussi les intérêts économiques et voir comment nous réunir. Donc le président devrait être un rassembleur.
Et à partir de là, à partir du dialogue, la paix pourra être obtenue. Mais il faut qu'il fasse le pas. C'est vrai qu'il y a eu dans l'histoire des tentatives de ce genre. Ce qu'il faudrait éviter pour ceux qui perdent, c'est par exemple de ne pas annoncer une guerre sans fin. Parce que là, ça va faire une cristallisation au niveau du pouvoir et pourrait l'encourager à aller vers une dictature. Et cette dictature sera combattue et à la fois par les partis politiques et par le peuple. Donc je crois que le dialogue, c'est le meilleur moment, le meilleur moyen d'aboutir évidemment au développement. L'un des points ayant retenu l'attention dans les propos de Jovenel Moïse, président élu, c'est les états généraux sectoriels de la nation qu'il entend organiser. C'est un point qui est débattu depuis 1986. Ça veut dire le sénateur Tuoneb DLP, le premier, avait déclaré lors de la première législature post-duvalieriste qu'il faut organiser des états généraux sectoriels. C'était même son mot, et converti plus tard en conférence nationale. Alors, de manière sectorielle, c'est important. Il faut étudier les secteurs, secteur par secteur. Mais il faudrait aussi dire ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va faire des états généraux pour le mandat du nouveau président, ou est-ce qu'on va faire des états généraux pour les 50 prochaines années? Ça veut dire ces états généraux, les résultats de ces états généraux. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que c'est un plan quinquennal, ou est-ce qu'il s'agira d'un plan beaucoup plus large? Ça veut dire sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Mais là, ces états généraux sectoriels ne peuvent pas se faire uniquement par le pouvoir, par le gouvernement, mais doivent se faire aussi avec l'ensemble de la société civile. Un point que vous allez très certainement... qui va attirer votre attention, a dit Jean Gardy, c'est quand le président a parlé de la nécessité de demander au Parlement de voter une loi sur la diffamation afin qu'on cesse de détruire, je cite, de détruire les gens compétents en Haïti. Nous parlons de diffamation et en général, quand on en parle, on fait un petit regard sur la presse, sur le fonctionnement de la presse, et en tant qu'ancien secrétaire général de la JH. Et président de la Fédération de la presse haïtienne. Ça vous dit quelque chose? Absolument, absolument. Je crois que là, je dirais que c'est un mauvais pas. C'est-à-dire, le président de la République annonce, il est en train d'entrer sur un sujet en demandant au Parlement de le faire. Je dirais que c'est un mauvais pas. Pourquoi? Parce que ceci devrait être fait avec les organisations de presse d'abord, qui devraient serait soumettre aussi, participer dans le cadre d'une commission paritaire. La commission paritaire des journalistes et des directeurs de médias pourrait justement s'asseoir là-dessus, faire une proposition au Parlement. Et à partir de ce moment-là, le Parlement adopterait donc ce document et ce document deviendrait national. Avez-vous entendu l'émission que j'ai réalisée avec le sénateur du Sud-Est, Edo Zeni? Absolument, parce que Edo Zeni avait présenté une loi sur la question de la diffamation. Il n'a même pas réussi à convaincre ses collègues pour introduire... Parce que, justement, parce que c'était, je ne dirais pas que c'était mal fait, je crois que c'était, les gens ne comprennent pas qu'une société civile fonctionne avec les institutions, pas seulement les institutions publiques, ça veut dire de l'exécutif, législatif et judiciaire, mais aussi avec les institutions de la société civile. Nous avons en Haïti à peu près une cinquantaine d'associations de presse. Ça veut dire dans chaque département, association des journalistes, de Jacmel, de Jérémy, de Jacmel. Donc, il faut absolument, et la Fédération de la presse haïtienne... Et comment vous expliquez qu'il y a tant de dérives dans le secteur? Parce que simplement, nous n'arrivons pas à imposer une ligne au niveau national. Il faudra que la décision que nous prenions ait une dimension nationale. La dimension nationale doit se faire comment? C'est-à-dire, dans le système républicain, je vais vous dire tout de suite. Vous allez buter sur des obstacles? Non. Au nom de la démocratie? Non, je vais vous dire. Non, c'est-à-dire, on n'aurait pas construit un État. Il faut qu'il y ait des obstacles. Et comme disait Simone de Beauvoir, sans obstacle, il n'y a pas de liberté. Ça veut dire c'est l'obstacle qui définit la liberté et les raisons de se battre. Bien entendu, nous nous battons parce qu'il y a des obstacles. Et ces obstacles au niveau de la société peuvent être vaincus à partir du moment où vous avez les leaders en question qui se mettent ensemble pour en discuter. C'est-à-dire, si vous voulez prendre une ligne au niveau de la liberté d'expression, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'information. Et les gens, souvent, même les dirigeants, confondent la liberté d'information et la liberté d'expression. Pas seulement en Haïti. Actuellement, il y a un débat similaire en France. Le Sénat de la République française avait proposé il y a 2 mois une loi justement sur la diffamation qui a été rejetée même par des sénateurs demandant bien entendu de faire appel à la corporation, ça veut dire à l'association, aux associations de presse et surtout à l'Union internationale des journalistes. C'est-à-dire les journalistes, c'est prévu dans le code de la presse. Le code de la presse prévoit
allez voir, bien entendu, lorsqu'il y a ce genre de problème, vous créez une commission paritaire. Donc le président de la République, le nouveau président, peut faire appel à une commission paritaire. Cette commission paritaire de 7 membres devrait comprendre donc, des directeurs de médias et des journalistes. Mais j'ai un petit désaccord avec vous, Adi. Avec plaisir. Oui, le désaccord, c'est que quand vous parlez de diffamation ici, nous avons tout simplement l'impression que l'on fait tout simplement allusion ou simplement allusion aux travailleurs de la presse. Ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui éprouve du plaisir, par exemple, à intervenir dans des médias pour diffamer, dénoncer, critiquer sans preuve, ce n'est pas nécessairement un travailleur de la presse. Ce n'est pas nécessairement un journaliste. Ce n'est pas nécessairement un directeur d'opinion. Magnifique, mais je vais répondre à ça. Et je suis bien content de ce débat qui est un débat scolastique, un débat presque universitaire. Et je pense que les gens peuvent apprendre. Moi, là maintenant, c'est le professeur de communication qui va te répondre. Oui. Je te dirais que d'abord, il faut voir les moyens. Ça veut dire par quels moyens les gens font de la diffamation. Ça veut dire maintenant, c'est par les moyens que tu vas combattre. Ça veut dire si un président te dit, je vais faire une loi contre la diffamation, et on se dit, ouais, ça ne me concerne pas. Oui, ça te concerne. Pourquoi? Parce que les gens vont utiliser ton média pour faire ça. C'est-à-dire, les gens arrivent dans un média quelconque, radio, télévision, journaux, pour diffuser une information. Et là, n'oublie pas... Vous direz quoi pour les réseaux sociaux? Même pour les réseaux sociaux. Ça veut dire, dans les réseaux sociaux, maintenant, ils peuvent aller aussi et régler, voir avec le Conatel, ça veut dire on peut voir les origines, on peut moderniser l'internétisation et voir l'origine de la diffamation et pouvoir, bien entendu, sévir. Mais si cette information dans les réseaux sociaux est diffusée ou rediffusée par un média, automatiquement, vous tombez sous le coup de la loi. Ça veut dire, c'est-à-dire, le coup de la loi, quelle loi? La loi haïtienne en la matière, le code pénal. Mais attention, l'UNESCO a dépénalisé la diffamation il y a exactement 6 mois. La diffamation n'est plus pénalisée. Donc, nous devrions avancer. C'est pour ça que je dis que c'est un mauvais pas. Le président de la République devrait, ça veut dire qu'il s'appelle Jovenel Moïse, ou bien qu'il s'appelle Monsieur X ou Monsieur Y, ou Privert, devrait demander quand même aux professionnels de la communication, aux professionnels de la presse, comment procéder. Je crois que nous sommes en train d'aller vers une dérive, alors que justement, c'est une dérive. Si nous demandons, le président Jovenel Moïse demande, par exemple, au Sénat de la République de présenter ou de préparer une loi sur la diffamation, cela risque d'aller à l'encontre de la nouvelle résolution de l'UNESCO qui dépénalise la diffamation. Ce qu'il faudrait faire, en conséquence, c'est faire appel à une commission paritaire. La commission paritaire qui est liée, bien entendu, à l'Union internationale des journalistes, parce qu'on est lié, c'est un réseau mondial. À partir de ce moment-là, on peut définir les grandes lignes et rester sur ce qu'on appelle le droit de réponse. Ça veut dire le droit de réponse automatique de la personne en question. Et aussi une pénalisation, entre guillemets, au niveau de l'Internet, mais en allant sur, justement, les providers. Est-ce que le professeur partage cette position prise par l'UNESCO de dépénaliser la diffamation? Absolument, absolument. Vous partagez? Je partage. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que normalement, la diffamation, c'est quelqu'un qui donne une diffamation, qui raconte une... C'est-à-dire, il faut absolument que cette personne, on pénalisait surtout sur les emprisonnements, surtout dans les pays africains. Ça veut dire 25 ans de prison, 15 ans de prison minimum. Donc le journaliste allait en prison. Donc nous voulons éviter que le journaliste aille en prison, surtout lorsqu'il permet à quelqu'un d'autre de la société civile d'utiliser son micro pour faire de la liberté d'expression. On ne peut pas, c'est-à-dire le premier amendement de la Constitution américaine et les grandes lois internationales, les grands codes internationaux de déontologie acceptent que la liberté d'expression est obligatoire. Je ne peux pas empêcher à un citoyen de donner son opinion. Oui, mais maintenant, mais quand même... Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une nuance, a dit Jean Gardy, exercer son droit d'opinion, la liberté de la presse, et vous l'avez dit, on l'a dit une fois, pourquoi cette liberté de presse ne peut pas être responsable? Deuxièmement, on peut informer, mais quand on détruit, est-ce que là, c'est pas autre chose? Non, pas du tout. La diffamation, ça veut dire qu'il faut faire attention à la destruction. C'est pour ça qu'automatiquement, le journaliste, en ce sens-là, doit être neutre. C'est pas à lui de faire ça. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive, qui déclare, qui dit, par exemple, le président Jovenel, il a volé, il est dans ceci, cela. Donc, ce type est en train de faire une grosse diffamation. Il faut absolument faire le check and balance. Et il va rentrer chez lui sans... Non. Le journaliste a pour devoir, maintenant, c'est pas dépénaliser sans condition. Il a pour devoir non seulement avant de
de diffuser cette information, d'enquêter, d'une part. Deuxièmement, laisser passer la personne et aussi présenter les contre-arguments ou permettre à la personne attaquée de présenter le contre-argument. Ça veut dire on ne peut pas lui donner le champ libre pour qu'il parle et donner une information sur le président Jovenel, M. Privert, et on diffuse l'information. Il faut penser à diffuser l'information après avoir vérifié l'information. Parce que après avoir vérifié cette liberté d'expression, au niveau du droit de la presse, moi je reviens par exemple de la conférence, je reviens de Madagascar, invité par le président de la République qui est un ami personnel. J'ai été à Tananarive, je l'ai vu, et en même temps il y avait la conférence internationale aussi de l'Union des journalistes, de l'UPF, l'Union de la presse francophone. Et ce point-là a été abordé, ça veut dire avec l'UNESCO qui était présent, avec l'Union internationale des journalistes, ça veut dire ce qui est en train de se faire en termes d'évolution. Donc nous, en Haïti, on ne peut pas rester en arrière. On doit avancer. Et c'est pour ça que lorsque nous arrivons, je suis d'accord d'une certaine manière à la démarche du nouveau président élu, c'est-à-dire d'essayer de légiférer sur les abus par rapport à la liberté de la presse. Mais je dis qu'il faut absolument, sur la base des nouvelles recommandations de l'UNESCO, ça veut dire demander... Faire attention à être prudent. Non, mais pas seulement être prudent, vaguement, non. Créer une commission paritaire. La commission paritaire, ça veut dire, vous avez une association de directeurs de médias, fine. Vous envoyez leurs représentants. Il y a des associations de journalistes, fédérations de la presse, ils envoient leurs représentants. Et ils discutent sur le document. Et ce document est présenté ensuite à l'exécutif, au Parlement et au judiciaire. Et à partir de ce moment-là, on forme une commission plus large. Et qui aura droit au tiroir, dans les tiroirs. Non, pas vraiment. Parce que nous autres, nous allons nous battre pour ça. Moi, je me souviens, en 1986, on s'est battu, par exemple, pour qu'il y ait une nouvelle constitution. Non, beaucoup de gens disaient, mais on va s'y opposer. Moi, j'étais contre le fait que dans le code pénal, il était obligatoirement, c'était obligé pour un journaliste. Il y avait 3 choses dont j'étais contre. J'étais un jeune journaliste en 86 et moi, je disais, mais c'est pas possible. Je revenais, j'étais formé, je revenais de Dakar avec mon diplôme de journaliste et je rentrais en Haïti et je me disais, écoute, c'est quoi, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoyait, que le journaliste, avant de faire un journal, doit demander l'autorisation au gouvernement. Et deuxièmement, le journaliste doit donner ses preuves, toujours ses sources. Et il y avait tout un ensemble de choses contre le droit de la presse internationale de l'époque. Et moi, je me suis battu pour que, dans la constituante, il y ait des représentants. Moi, j'ai, par exemple, envoyé un jeune journaliste de Jacmel qui était Georges Griffin. J'ai envoyé Griffin et j'ai envoyé Georges Michel. Donc, ces 2 journalistes ont été dans la constituante et ont imposé les vues de la jeune presse, de la presse à l'époque. Et c'est passé, c'est encore dans la Constitution. Donc, moi, je suis un homme, je suis très optimiste. Et je suis surtout un réformiste. Et je crois que dans les réformes, il faut lier ce que nous avons, qui est souvent très archaïque, et les développements de la presse internationale. Merci, Adi Jean-Gardi. On va observer la pause et au retour, on évoquera les perspectives pour les 5 prochaines années à venir. Les tu as dit 7 5. Ah oui. Je dis les 5 prochaines années. J'allais jouer à la borlette 7 ce soir. Non. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Adi Jean-Gardi est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle que c'est Adi Jean-Gardi qui est avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Globalement, si l'on doit revenir sur les propos tenus avant de passer à autre chose, pour une première intervention d'un président élu, vous nous direz quoi? Je dirais que le président élu annonce des intentions. Je dirais, avec les belles intentions, on peut construire un beau pays. Mais cela ne suffira pas. Cela ne suffira pas, il faut qu'il se mette au travail. Parce que la situation économique du pays est très grave. C'est-à-dire, nous avons une croissance actuellement, je dirais, en 2014. En 2014, il y avait une croissance de 2,8%, en 2015 de 1,7% et en 2016 1%. 1,4%, mais la Banque mondiale parle de 1%. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la croissance de la population va vers, disons, 2%, on a 2% par an maintenant pour la croissance de la population, une croissance économique de 2% égale à 0. Donc maintenant, en 2017, on est dans une situation très difficile. On a un déficit commercial de 3 milliards de dollars et avec des importations de 3 milliards de dollars d'importation, avec des exportations qui ne dépassent même pas 1 milliard de dollars. Vous avez un financement monétaire de la banque, de la BRH, de l'ordre de 2,3 milliards de gourdes et ça a dépassé les 10 milliards de gourdes en 2016.
2016. Donc les prêts improductifs existent en 2016, donc il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas eu de création d'emplois, il n'y a pas eu de richesse, de création de richesse. Il y a une inflation de 14, estimée à 14,4%, ce qui veut dire que l'héritage est oblitéré. L'héritage que trouve M. Jovenel Moïse, c'est un héritage assez lourd. Est-ce qu'il va l'augmenter? C'est-à-dire, est-ce que cet héritage va être catastrophique en 2017 avec un gouvernement Jovenel Moïse, ou est-ce qu'il va redresser? C'est-à-dire, on doit maintenant travailler sur le redressement économique. Et là, il faudra envisager... Un héritage entraînera inévitablement des défis énormes. Absolument. À relever. Les défis sont énormes. Et attention, vous avez, c'est pas comme avant. Ça veut dire, il y avait une grande stabilité au niveau de la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, vous allez avoir le 20 janvier prochain un nouveau président aux États-Unis d'Amérique. Ce président, c'est Donald Trump. Et je crois que les trompettes ne vont pas sonner forcément en faveur d'Haïti. Et je crois qu'il faudrait quand même... Et pourquoi vous dites ça? C'est en raison des annonces qu'il a faites ou pas? En fonction, par exemple, non, pas vraiment. Il y a une équipe haïtienne, d'ailleurs, qui travaille avec le président Trump. J'ai l'avantage d'en connaître quelques-uns. Et je crois d'Haïtiens, d'ailleurs, brillants et intelligents. Et je crois que ces gens aiment Haïti et ils vont encourager. Je parle de l'orientation économique, ça veut dire la vision économique. La vision économique, là, vous aviez eu avec Obama des hommes, disons, des avocats au pouvoir. Obama est avocat, sa femme est avocate, Madame Clinton aussi est avocate. Vous avez eu de grands avocats au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez des hommes d'affaires, des multimillionnaires, le multimillionnaire de l'immobilier aux États-Unis. Sa vision, c'est une vision d'affaires beaucoup plus forte. Et il va aller vers la question des mines. Et la question des mines, par exemple, telle qu'a été réglée en Haïti en 2012, le 5 décembre 2012, quand la compagnie Newmont, par exemple, a plié bagage, je crois que ce dossier va revenir maintenant. Devra ou va revenir? Va revenir. Je crois que ce dossier va revenir dans la mesure où en 2006, la compagnie avait signé avec le président Préval un accord, ça veut dire un accord en termes de prospection. Et cette compagnie avait dépensé près de 29 millions de dollars improductifs. Et cette compagnie se proposait en 2012, moi à l'époque j'étais ministre, c'est un dossier que je connais, et se proposait d'investir près de 200 millions de dollars, dans la mesure où la loi de 1976 de Jean-Claude Duvalier sur les mines, cette loi prévoyait par exemple que pour avoir les prospections, tu peux avoir des signatures de prospection, mais après les rapports de faisabilité, après la présentation des rapports de faisabilité, il faut maintenant passer à la phase de concession. Et cette phase maintenant a été bloquée le 5 décembre 2012 parce que quand même le gouvernement estimait que les taux de redevance qui avaient été prévus de l'ordre de 3% n'étaient pas corrects, alors que justement Newmont prétend, bien entendu au niveau de la presse internationale, moi je l'ai lu, Newmont prétend avoir au contraire proposé entre 3% et 8%. Le président actuel, le président provisoire qui était sénateur à l'époque, avait mené la bataille contre, bien entendu, le projet Newmont, et le gouvernement de M. Martelly et de Lamotte avait décidé évidemment de surseoir d'une certaine manière. Sous pression Mais en fait du aussi, Parlement. Newmont prétend, aujourd'hui en 2017, le dossier est en train d'être débattu à Washington, Newmont prétend que Haïti avait non seulement signé ces accords depuis 2006, mais qu'à l'arrivée d'Alexandre Boniface et également de la Tortue, l'accord a été ratifié. Alors en fait, selon la loi de 1976, il faut que le gouvernement signe et que le Parlement ratifie. Or à l'époque, il n'y avait pas de Parlement. Et donc il s'est trouvé en porte-à-faux avec, bien entendu, le Parlement en 2012. Alors aujourd'hui, la question va revenir sur le tapis. Parce que Newmont est en train, je vous dirais que actuellement en République dominicaine, et c'est un dossier extrêmement important, le président de la République qui vient d'être élu doit justement se préparer et mieux connaître ce genre de dossier. Par exemple, il y a Pueblo Viejo en République dominicaine qui est exploité, c'est une grande mine d'or et de cuivre, exploitée par Barrick Gold. Et Barrick Gold, c'est une firme canadienne. Et c'est Barrick Gold qui est en compétition avec Newmont. Et Barrick Gold s'intéresse bien entendu aux mines qui rapportent 40 milliards, bien entendu, du côté de la République dominicaine, alors que la deuxième compagnie mondiale qui s'appelle Newmont, qui est américaine, vise bien entendu, par exemple, Vert de Gris. Vert de Gris, c'est 50 km², c'est-à-dire entre la baie de Haine et Jean Rabel, et ça rapporterait plus que le Pueblo Viejo en République dominicaine, 40 milliards, Vert de Gris rapporterait plus de 50 milliards de dollars. Et bien entendu, la loi prévoit de 1976 aussi que les pourcentages devraient être partagés 50-50, 50% pour Haïti, 50% pour la compagnie en question. Et parce qu'il faut comprendre que la tonne de cuivre aujourd'hui est évaluée à $8 000 américains. Donc vous voyez,
c'est-à-dire ce sont des dossiers qu'il faudra donc étudier. Mais l'arrêt des travaux en Haïti, c'était une bonne chose pour le pays? Écoutez, je pense que c'était un très mauvais choix. On n'aurait pas dû les arrêter. L'impact c'est-à-dire, l'économie, c'est la négociation. Ça veut dire aujourd'hui, on ne serait pas à 67% au niveau du change de dollar, ce serait peut-être moins de 20% par rapport sur le taux de change. Ça veut dire on aurait une situation économique beaucoup plus avantageuse. Ça veut dire il y aurait beaucoup plus il y aurait plus peut-être près de 150 000 personnes à travailler entre les mines de Douvray, les mines de Morne Moussa, les mines de Five Bay, de Morne, entre Saint-Louis et Anse-Affoleur. Mais les sénateurs avaient prétexté le vol par l'ancienne administration de tout ce qu'on avait, ou bien je dirais la livraison de ces mines aux compagnies qui étaient là pour exploiter. Non, mais je pense que non, ça n'a pas été livré. Je crois que le projet de M. Préval, le président Préval en 2006, quand il a vu le document, parce que n'oublie pas, il y a toute une histoire dans ça. Ça veut dire que c'est François Duvalier qui a commencé d'abord à regarder sur les prospections minières. Il a arrêté parce qu'une dictature horrible, il s'intéressait beaucoup plus à la politique. Et Jean-Claude Duvalier, en 1976, a créé le ministère des Mines. Donc il a demandé, d'abord, il y a eu quelqu'un qui est venu voir pour une monte à l'époque, mais il n'y a pas eu de suivi. Et ça, c'est revenu en 2006. Donc c'est une longue histoire. En 2006, donc ils ont étudié. Alors, ce projet, et ils ont regardé, et ils ont dit, écoutez, Haïti a beaucoup plus de potentialité économique pour son développement. Que je disais, par exemple, les mines de Grand Bois, entre Limbé et Plaisance, les mines, par exemple, de verre de gris, etc. Donc, nous parlons de plus de 150 milliards de dollars de possibilités. On ne peut pas livrer. Ça veut dire, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le gouvernement de M. Martelly est arrivé au pouvoir, il a continué les négociations. Il n'a pas repris. Il a continué open to business. Mais cependant, il a fermé le business à un certain moment parce que, bien entendu, il n'a pas peut-être compris et bien évalué la question, bien entendu. Ce dossier, c'est un dossier qui aurait pu être négocié, réétudié, mais il y avait d'autres concurrents. Il y avait des concurrents comme l'Afrique du Sud qui voulaient rentrer dedans. Il y avait aussi l'Europe, la France, l'Allemagne. Je crois que, justement, nous devrions faire attention avec le nouveau gouvernement en 2017, avec, bien entendu, les appétits voraces de certaines grandes firmes internationales et négocier. Négocier, ça veut dire, où ils vous demandent 3%, le taux international de redevance, c'est à 5%. Par exemple, je vous citerai un exemple. Jusqu'à présent, et Adil Ngardi, pour parler de négociation, il faut avoir quelque chose. Jusqu'à présent, je prends la liberté de vous dire qu'on n'a rien. Écoutez, nous avons... Qu'est-ce que vous entendez qu'on n'a rien ? On n'a rien. On peut avoir des indices, mais ça ne suffit pas. Ah non. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, c'est par satellite. Ça veut dire que quand ils ont... Parce que tu sais, la loi haïtienne de 1976 interdit, par exemple, de faire quand tu fais des prospections, tu peux aller en prospection en surface. Par exemple, tu sais, verre de gris, c'est-à-dire les mines de verre de gris, c'est 7 km sur 7. Ça veut dire on peut voir la longueur. Mais cependant, selon la loi, on ne peut pas aller en profondeur. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé des satellites et ils ont vu la profondeur. Et il y a des rapports internationaux. Et pourquoi on a vu et on a jusque-là rien exploité? Non, pas nous. C'est-à-dire eux... Non, je dis on a vu. Donc, oui, parce qu'ils sont venus. Ils sont venus. Ils sont venus. Donc ils sont venus, ils ont discuté avec le ministère des Mines, selon ce que je crois savoir, parce que j'ai lu un rapport international là-dessus. Et je me suis dit, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas seulement faire de la politique, seulement politicienne. Il faut faire de la politique économique aussi. Et nous, en tant que journalistes, notre devoir est de connaître les dossiers, de les approfondir, d'enquêter, d'investiguer. Et je crois que quand ils ont trouvé, évidemment, cette possibilité, ceci aurait pu être négocié. Et la négociation, ça peut se faire. Quand tu dis qu'on n'a pas de moyens, mais je comprends maintenant ce que tu voulais dire, mais je peux ajouter, je peux nuancer en disant que nous avons des moyens. Si vous avez un État, c'est-à-dire cet État d'Haïti, entre guillemets, est faible, si vous voulez, mais nous sommes présents au niveau des grandes instances internationales. Tu peux faire du lobby au niveau même des Nations Unies avec des pays semblables, les pays africains par exemple, c'est le plus gros lobby des Nations Unies. Et tu peux faire des lobbies avec les pays latino-américains. Et on se met ensemble à l'OMC, Organisation mondiale du commerce. On peut aussi travailler pour avoir la gouvernance mondiale. Et moi, c'est ce que je souhaiterais à Jovenel Moïse en tant que président, de voir comment nous, on peut avancer
avancer vers la gouvernance mondiale. Ça veut dire recommander qu'un Wendell Theodore devienne directeur exécutif de l'OMS ou directeur exécutif de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, et on va négocier. Et tu négocies à partir des instances internationales et ta voix va compter parce que tu as pas seulement des opportunités de compétitivité, petit factory, banek des gouttes par jour, et puis nèg la rentre la cali, petit dit le grand goût pas capable manger. Moi, je suis contre cette politique archaïque, féodalo-précapitaliste. Il faut rentrer dans ce que Adam Smith et Thomas Jefferson envisageaient, ça veut dire la prospérité pour tous. Vous avez entendu mon téléphone? Ah, et ça sonnait. Oui, de temps en temps. Je crois que c'est votre femme qui appelle. Non, c'est les gens qui appellent, les auditeurs qui appellent pour dire si on ne va pas vous poser des questions sur les prophéties. Mais avant. Oui, les prophéties des Duvalier, c'est ce que les gens veulent savoir, apparemment, a dit. Mais avant. Les perspectives. Écoutez, moi je pense que les perspectives sont difficiles. Les perspectives sont difficiles dans la mesure où il n'y a pas, au niveau national, il n'y a pas une entente. Regardez ce qui est arrivé à Célestin. Jules Célestin était candidat, ils ont formé un groupe, le groupe des 8, etc. Et G8. Et finalement, on a découvert que c'était G-Chèche. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire on a découvert que, bien entendu, le bonhomme s'est retrouvé seul à un moment, on l'a laissé tomber et il a été écartelé. Et je crois que Jovenel Moïse, aujourd'hui, tout le monde applaudit, mais il peut aussi se retrouver seul. Non, pas tout le monde. Non, tout le monde applaudit dans son camp. Oh, ben oui. Il y a beaucoup de partisans, mais ces gens aussi peuvent le laisser tomber à un certain moment. Pour éviter, bien entendu, que ça arrive, la solitude du chef, la solitude, c'est ce que justement Gabriel Garcia Marquez, dans l'automne des patriarches, appelle la solitude du chef. Il faut éviter que maintenant le président se retrouve seul, dans la mesure où le président, qu'il s'appelle, comme je vous dis aujourd'hui, Jovenel, qu'il s'appelle Moïse ou qu'il s'appelle, bien entendu, haïtien tout court, je crois qu'il faut absolument un encadrement. Et pour l'encadrement, il faut qu'il fasse appel aussi aux compétences. Et pas aux militants, pas aux gens qui sont autour de lui, qui applaudissent ou qui encore donnent des tripotages. Il faudra éviter, bien entendu, de tomber dans les papotages, regarder les dossiers, et point par point, avec des gens neutres, avec des gens de la société qui aiment leur pays, tout court. Et des gens qui ne recherchent pas forcément un poste ministériel. Pas des gens qui cherchent évidemment à avoir de l'argent pour investir dans leur petit business, mais des gens qui cherchent de l'argent pour augmenter le crédit. Permettre aux jeunes d'avoir du crédit, créer des universités, permettre évidemment qu'il y ait une université, comme je l'ai vu faire à Madagascar récemment, qu'il y ait une université permettant d'accueillir au moins 5 à 10 000 personnes dans un campus moderne, dans une ville de province, pas forcément à la capitale. Il faut décentraliser. Donc je crois que les perspectives peuvent être moins sombres. Moi, je ne suis pas pessimiste du tout. Je reste optimiste par rapport à mon pays et par rapport à l'avenir de mon pays. Mais je veux dire que nous devrions travailler. Et si M. Jovenel, de son côté, va mettre en place les états généraux sectoriels, je pense que la société civile doit faire de même. Ça veut dire travailler, préparer et soumettre les dossiers à l'avance et pour permettre d'en discuter et de préparer l'avenir. Adi Jean Gardi, et la prophétie de Duvalier, est-ce que nous devons attendre Lysius Salomon ou bien est-ce que c'est Jovenel? Je crois que Lysius Salomon n'est pas encore là. Je le dirai tout de suite. Parce que selon ce que j'avais entendu lors de ce reportage que j'avais réalisé au Palais National à l'époque de Duvalier, je crois qu'ils avaient prévu tout un ensemble d'éléments. Le nom de Moïse avait été cité. Moi, je ne savais pas que c'était Jovenel. Ils avaient cité Moïse l'ouverture. Ils avaient dit que Moïse l'ouverture reviendra face, évidemment, à une grande discussion par rapport à Henri Christophe. Henri Christophe avait fusillé Moïse l'ouverture, je crois que c'était le 22 octobre 1799. Et sur demande d'ailleurs de son oncle, sur demande de Toussaint l'ouverture. Et je crois qu'on avait dit, et Moïse l'ouverture voulait déjà lancer l'indépendance avant Jean-Jacques Dessalines, c'était le commandant-chef de l'armée. Et figurez-vous que moi j'ai fait une petite recherche généalogique autour de Jovenel Moïse. C'est l'arrière-descendant de Moïse l'ouverture. Et tout droit. C'est-à-dire que Moïse l'ouverture avait fait la conquête de la République dominicaine d'ailleurs en 1799. Il avait, avant même d'avoir été condamné par son oncle, il avait, à partir de Fort-Liberté, donc il avait d'ailleurs les grandes rues, les plus grandes avenues de ce pays sont dans cette région à partir de Fort-Liberté pour rentrer sur Santo Domingo. Et c'était Moïse l'ouverture, un jeune homme de 25 ans d'ailleurs, qui était commandant-chef général de division, commandant-chef de l'armée de Toussaint l'ouverture. Et quand on disait toujours, il fait ouverture partout, c'est Moïse, c'était Moïse l'ouverture. Et à l'époque, donc Moïse l'ouverture a voulu aller plus vite pour l'indépendance. Avez-vous entendu cette phrase du professeur
quand il parlait de percer l'ouverturienne, non? Lequel des professeurs? Maniga. Ah oui, oui, oui. Mais justement, ça s'est passé sous l'habitation Maniga, c'est-à-dire la naissance, entre guillemets, de cette mouvance louverturienne. L'habitation Maniga, que moi j'avais reproché au professeur Maniga de sous-estimer cette habitation. L'habitation Maniga, d'ailleurs, il ne se rendait pas souvent. Ou peut-être, je ne sais pas quand il était président, s'il avait été. Mais c'est sur l'habitation Maniga qu'on avait décidé, bien entendu, d'aller vers la liberté. Et Moïse Louverture avait participé à la rencontre. Évidemment, n'oublie pas, Donc, comme tu as su... à part ce lien de parenté, entre Moïse Louverture et Jovenel. Et Jovenel Moïse, qui pourrait être aussi Moïse Jean-Charles, non? Ils sont cousins. C'est-à-dire, moi j'ai entendu Moïse Jean-Charles à la radio dire, bon ben écoutez, lui il est du nord-est, moi je suis du nord. Mais ces deux Moïse sont cousins. C'est-à-dire, l'arbre généalogique ne ment pas. Ça veut dire qu'ils descendent du même bonhomme. Et vous avez eu Moïse Louverture en double exemplaire cette année. Ça veut dire que, et là, l'un a gagné. Moïse Louverture. Mais cependant, j'ai fait aussi la généalogie de Jude Célestin. Jude Célestin descend justement du roi Christophe. Et le roi Christophe directement, il descend par Caso Célestin. Caso Célestin qui était bien entendu un fils naturel du roi Christophe. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est en train de revivre l'histoire d'Haïti. On est en train de vivre des événements assez bizarres. Et je crois qu'il faut connaître son histoire pour pouvoir la dépasser et pour pouvoir éviter aussi de nouvelles erreurs. Vous avez dit que Moïse Louverture avait été assassiné, c'est ça? Non, il est condamné par le tribunal militaire par son nom parce qu'il voulait déclarer l'indépendance. Et alors là, Toussaint Louverture avait déclaré à Moïse Louverture, vous allez trop vite et vous n'avez pas respecté l'autorité, c'est-à-dire vous avez outrepassé mes droits. Et Moïse s'est courbé. Il s'est courbé. Moïse Louverture s'est courbé devant Toussaint Louverture et Toussaint avait nommé donc le général Henri Christophe pour qu'il dirige le peloton d'exécution. Intéressant, hein? Intéressant. Est-ce que Jovenel Moïse serait en quelque sorte Moïse Louverture, mais réincarné? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a bon, c'est-à-dire, je pense pas à une réincarnation. Je pense à c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des incarnations. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a une incarnation, et comme aussi sur la plupart des hommes politiques. La plupart des hommes politiques en Haïti, il y a souvent de ces éléments-là qui sont assez bizarres. Et je crois qu'il faut faire attention, il faut connaître l'histoire, comme je disais. Moi j'ai regardé le président Privert, par exemple, sa femme, la femme du président Privert, la première dame de la République, est, je dirais, une arrière-descendante aussi du roi, par le baron Michaud. Le baron Michaud, qui était donc un descendant, c'est-à-dire un neveu du roi Christophe, et était bien entendu au pouvoir là maintenant. Donc je parle d'incarnation, je parle de présence historique, et souvent ce sont les mêmes noms qui reviennent. Et il faut chercher dans l'arbre généalogique pour comprendre l'histoire, pour comprendre l'histoire aussi d'Haïti, parce que l'histoire souvent ici se fait au futur antérieur, j'allais dire au passé simple. Et Adi Jean Gardi? Adi Jean Gardi? Moi? C'est-à-dire, je suis le fils de mon père. Oui, les autres aussi? Eux aussi? Bien sûr, bien sûr. Non, descendant de qui? Écoutez, vous ne savez pas? Je le garde pour moi, oui, je le sais. Je le sais, mais j'ai publié d'ailleurs une fois tout mon arbre généalogique, oui. Je le sais. C'est-à-dire, parmi mes ancêtres, il y a Rivière-Ira aussi. Ok, maintenant pour Salomon. Et Salomon, c'est pas encore Salomon. Non. Avec Jovenel, c'est pas encore Salomon. Non. Vous voyez venir Salomon, ou bien vous le sentez venir, ou bien... Il viendra. C'est-à-dire, moi, je vois, si l'histoire d'Haïti, c'est-à-dire si les gens ne comprennent pas cette histoire, ils ne règlent pas ce qu'ils doivent régler, ça veut dire que nous allons continuer à vivre un cycle sans arrêt. Ça veut dire ces quoi? prédictions. Ça veut dire quoi? On peut changer les choses. C'est-à-dire, on peut changer, ça veut dire, je dirais... pour les Illuminati, par exemple, on peut changer le destin dans la mesure où on connaît le passé, c'est-à-dire de ses ancêtres. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible, pour ceux qui croient, que la punition peut se faire de génération en génération, jusqu'à la 7e génération. Donc, il faut connaître la première génération, ce qui s'était passé avant, pour éviter de tomber sur le coup de ça. Et quel conseil, en ce sens, vous auriez prodigué à Jovenel Moïse? Je dirais, par exemple, justement, de se réconcilier avec lui-même, de se réconcilier aussi avec ses ennemis. Vous avez l'impression qu'il n'est pas... Vous avez le sentiment qu'il n'est pas en paix avec lui-même, qu'il n'est pas... Non, c'est un homme d'ouverture. Moi, j'ai entendu Jovenel Moïse dire qu'il était prêt, l'année dernière, quand les élections avaient été ratées, qu'il était prêt à rencontrer les autres. Je crois qu'il doit faire cet effort, aller les rencontrer, discuter avec eux, sans savoir d'ailleurs que c'est les affaires de arrière-grand-père, sans savoir s'il est dans la 6e ou 7e génération. Avez-vous entendu les réactions de deux hommes politiques ce matin qui étaient en fait
qui était en face de Jovenel Moïse. Vous avez entendu sa réaction? Ah, ben bien sûr. Celle de Jude Célestin sur Radio Kiskeya et de Moïse Jean-Charles sur Métropole ce matin. Absolument. Mais je crois justement que Jovenel Moïse devrait s'asseoir avec eux, discuter avec eux. Et les autres devraient éviter d'avoir les attitudes, par exemple, de Clément Jumel ou de Louis Desjoie en 57 qui disait je ne rencontre pas Duvalier, je ne vais pas m'asseoir avec lui, je ne vais pas même pas lui serrer la main, je le combattrai jusqu'avec tous les moyens. C'est ce que ces gens avaient dit. Je crois que ceci s'est montré catastrophique. Il avait offert une main le Ramon d'Olivier. Si vous voulez, mais les perdants de 57, donc il nous faut éviter ce genre d'attitude. Nous faisons de la politique, et la politique ne se fait pas sur la corde raide. La politique ne se fait pas sur la corde raide. Je crois que nous sommes tous l'alternance. Et par l'alternance s'obtient par la négociation. Aujourd'hui, Madame, par exemple, Clinton, va à l'investiture de Monsieur Trump. C'est-à-dire, pour elle, elle se dit, OK, la vie continue, et la vie va continuer avec de nouvelles stratégies. Ça veut dire, je ne comprends pas pourquoi on refuse, dans certains cas, d'aller négocier. On négocie, et on va avoir ensuite la victoire. Vous étiez surpris d'entendre cette information ce matin, quand on a parlé dans les nouvelles, que Hillary Clinton va participer à la cérémonie d'investiture de Donald Trump? J'étais pas surpris, c'est une avocate démocrate, c'est une femme d'ouverture. Et justement, elle a appris la diplomatie. Et peut-être qu'aussi qu'elle a lu Machiavel. Je crois que beaucoup d'hommes politiques ici n'ont pas lu Machiavel, ils n'ont pas lu Le Prince. Et quand on lit Le Prince, tu vois, c'est un problème de formation en sciences politiques. Les sciences politiques ne se font pas comme ça. Ça veut dire qu'il faut aussi que les leaders, les candidats à la présidence aient de bons conseillers. On peut ne pas être d'accord avec un résultat. Je ne suis pas d'accord. Madame Clinton n'est pas d'accord avec le résultat. Mais elle va participer, elle va suivre. Mais ça ne veut pas dire que, justement, elle fait partie de l'opposition. Et l'opposition va continuer. Et l'opposition, c'est l'alternance. Et bien, pour que l'alternance puisse se faire, il faut qu'on soit face à face. Ça veut dire pas comme un sniper, je suis sur le toit d'une maison en train de tirer quelqu'un qui ne me voit pas. On est face à face et on se bat. Et c'est aujourd'hui le moment pour que les leaders haïtiens de l'opposition travaillent avec, bien entendu, des conseillers pour regarder chaque pas, chaque déclaration de M. Jovenel Moïse et qu'ils prennent le contre-pied d'une certaine manière, d'une certaine manière, ça veut dire pas d'une certaine manière, d'une manière sûre, d'une manière certaine, ça veut dire de manière démocratique. Et c'est à partir de là, cela que nous allons avancer. Nous ne sommes pas dans le système, par exemple, de la présidence à vie, ou à l'époque de Duvalier, je me souviens, en 1985, Duvalier, Jean-Claude a fait sortir une loi reconnaissant les partis politiques, mais il disait, attention, je vous accorde la possibilité d'avoir les partis politiques, mais vous me devez la soumission, vous devez me reconnaître et vous n'avez pas le droit à la critique. Donc, on n'en est plus là. Donc, je crois qu'il faut rentrer dans la plaidoirie. C'est comme Mme Clinton qui est avocate, ou comme M. Obama qui est avocat, Obama, comme je le dis souvent, Obama a réalisé 2 mandats de manière démocratique. Et aujourd'hui, il va être sans doute dans l'opposition par rapport à ce que fait M. Trump. Il est déjà dans l'opposition, vu la loi qu'il vient de signer avec le Canada en faveur de l'environnement, qui irrite énormément les hommes d'affaires américains qui veulent continuer dans la pollution, dans l'exploitation de leurs industries, et ceci de manière anti-environnementiste. Alors, je crois qu'il va être dans l'opposition, mais une opposition, si vous voulez, démocratique, avec des arguments, et il y a un ensemble de gens dans la population qui marchent derrière. Dernier point. C'est ça, excuse-moi, c'est ça la bonne gouvernance. La bonne gouvernance ne se fait pas seulement au pouvoir. On peut faire une bonne gouvernance aussi dans l'opposition. Dites-nous, Adi Jean-Gardy, autour de Donald Trump, on ne voit que des milliardaires, ou tout au moins des riches déjà. Qu'est-ce que vous souhaitez dans l'entourage de Jovenel Moïse, par exemple? Je souhaite, dans son entourage, qu'il y ait des éléments de la classe moyenne, qu'il y ait des éléments de la bourgeoisie et aussi des éléments du peuple. Sinon, il risque d'être pris en otage. Attention. Vous pensez que c'est possible? Le président peut être pris en otage. S'il est pris en otage par un secteur, on est foutu. Ça veut dire que s'il y a un secteur, si les oligarques, par exemple, les oligarques, c'est-à-dire les membres de l'oligarchie, prennent le nouveau président en otage, nous allons avoir 2 réactions. Dans un premier temps, vous allez avoir un soulouk, ça veut dire une sorte de Popétuel, et après, le Popétuel va réagir et va devenir un dictateur, il va devenir Faustin Ier. Donc on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'une marionnette. Et le président, avec sa formation, M. Jovenel Moïse est un homme formé, et je crois qu'il ne se laissera pas entraîner vers la marionnettisation de sa politique. Mais c'est pour ça que je pense qu'il devrait être entouré de cadres compétents. Et si au contraire, il est pris en otage par
par le peuple, comme on l'avait dit. C'est aussi un problème, c'est ce que je vous dis. Il ne peut pas être pris en otage par une populace ou pris en otage par les masses. Et quand tu es pris en otage par les masses, tu deviens Mussolini. Ou tu deviens, ou bien encore Mao Tse-tung. Ça veut dire tu veux le bien pour le peuple, tu veux la justice sociale, mais Mao Tse-tung, c'est quand même 70 millions de morts. Donc, on n'a pas besoin de ça. Et François Duvalier avait été aussi pris, d'une certaine manière, tiré du côté des masses. Enfin, il a créé donc, un système où il encourageait... Donc, il faut que ce soit un rassembleur et qu'il y ait autour de lui, qu'on voit bien et clairement, et qu'il n'est pas pris en otage. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut d'abord que le président se libère ou que nous puissions l'aider à se libérer. Le président de la République haïtienne, aujourd'hui, avec les crises que nous avons, avec les problèmes que nous confrontons, mérite d'être entouré, et ceci par de véritables compétences qui croient dans la bonne gouvernance et la démocratie. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans partager avec vous une remarque d'un auditeur apparemment qui s'y connaît, avisé. C'est bien tout ce qu'a dit Jean Gardy, mais il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il n'y a pas encore d'étude de faisabilité sérieuse sur les gisements métalliques. Je crois qu'il y a un rapport. Je crois que je lui dirai en termes d'information, ce que j'ai trouvé, cher ami, c'est qu'au ministère des Mines, moi j'avais été chercher, il y a un rapport. Il y a un rapport de faisabilité. Il y a aussi un autre rapport, le rapport Villard, qui a été soumis au ministère des Mines, et ceci en octobre 2012. Et la décision a été prise le 5 décembre 2012. Il a dit que ce qu'il faut faire, c'est de favoriser les recherches entamées déjà par la compagnie Newmont et d'autres. Absolument, je suis d'accord. Pas seulement, on ne peut pas donner, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a Douvray, il y a Morne Boussa, il y a Five Bay, il y a Grand-Bois, entre Limbé-Plaisance, tu as entre Saint-Louis et Ansa-Folleur, et tu as entre Belle-Euen et Jean-Rabel, autant. Et pas seulement ça, vous avez aussi le pétrole. Donc, nous ne pouvons pas rester, si vous voulez, seulement dans la banane. Ça veut dire qu'il faut développer une industrie aussi plus large. Ça veut dire le côté agraire aussi. Il faut sortir de ce côté archaïque, pelle, Digo, industrialiser donc il faut l'agriculture. Maintenant, le monde est en train de passer dans la post-industrialisation et nous n'avons même pas encore été dans la révolution industrielle. Donc je crois qu'en 2017, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il faut aller assez vite aussi maintenant en besogne parce que nous sommes trop en retard. Merci, Adi Jean Gardy. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Un plaisir aussi, un bonheur, un véritable bonheur et bonne année encore une fois. Heureuse année 2017. Merci infiniment. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Journaliste, ancien ministre de la communication, Adi Jean Gardy, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.